Bonsoir, merci d'être venu pour cette conférence. Donc pour me présenter rapidement, je suis Marine Robillard, je suis anthropologue, de l'environnement, et j'ai fondé un petit bureau d'études qui s'appelle Anthropolinks, qui est spécialisé dans la gestion des risques socioculturels. Voilà, et donc je vais vous présenter, ce travail que j'ai réalisé, donc en 2021. Il s'agissait d'une commande. Donc moi je ne suis pas chercheur dans une institution de recherche. J'ai fait de la recherche avant, mais c'est plus le cas. Et en fait, cette étude est le résultat d'une commande, de la région, enfin de plusieurs acteurs, la région Occitanie, le Lot-et-Voire-Larzac et l'Arac, qui souhaitaient une étude ethnographique sur le site qui s'appelle le Praheux Michel Chevalier, au Bosc, qui est en fait l'ancien site, d'uranium. Leur idée était de valoriser par l'histoire un peu ce site, qui a, aujourd'hui mauvaise presse et qui est aujourd'hui une zone d'activité commerciale, qui ne fonctionne pas très bien, et donc ils voulaient pouvoir en parler un peu autrement. Donc j'ai répondu à un appel d'offres, que j'ai gagné pour réaliser cette étude ethnographique, et je me suis associée à Céline Bockel de Luna Blanca Film, parce qu'en fait dans cette commande, il y avait à la fois un travail ethnographique d'entretien et d'archives, mais et également, la production de films. L'idée était d'interviewer, en fait, les anciens travailleurs, du site, pour parler de cette histoire et du site. Donc nous avons réalisé, 13 entretiens filmés, réalisé des recherches et analyses documentaires, donc ici même, hein. On a dépouillé toutes les boîtes, des archives départementales, de la documentation, privée, de la documentation archivée par monsieur, Bernard Derieux qui s'occupait du patrimoine, à l'ODEV, pour la communauté de communes. Le musée Fleury aussi à l'ODEV qui possède, des archives, qui n'ont jamais été classées d'ailleurs, internet et des archives de particuliers. Le résultat, on va en voir quelques-uns, ce sont 8 films thématiques qui sont aujourd'hui disponibles sur YouTube. Je vous ai mis un exemple de la page. Un mémoire de recherche qui est aujourd'hui en cours de publication au Cahier du Lot-et-Voire-Larzac, qui est une publication de la communauté de communes. Et pendant les Journées du patrimoine 2024, on a réalisé 2 visites guidées à plusieurs voix sur le site même, ce qui était très intéressant. Le service de l'inventaire et du patrimoine de la région a aussi valorisé une partie des éléments. Je ne sais pas si vous avez vu le panneau à l'entrée, et ils ont réalisé des réalisations thématiques qui sont sur leur site. Alors aujourd'hui, on va parler de 50 ans d'histoire, très vite. 50 ans dont 20 ans d'exploration. C'est long, 20 ans d'exploration, mais en même temps, dans le milieu minier, 20 ans d'exploration, c'est un temps, on va dire, normal. 20 ans d'exploitation et de transformation de l'uranium, entre 81 et 99, on va dire. 6 ans pour démanteler et réhabiliter le site, entre 99 et 2005, et une paire d'années derrière pour réaménager le site et essayer de lui trouver une nouvelle vie, ce qui est, assez compliqué. Donc j'ai choisi de parler un peu de manière, chronologique en fait, parce que c'était finalement ce qu'il y avait de plus simple. Donc on découvre de l'uranium dans le Lot-des-Voix en 1957. On découvre un gisement dans les terres du Permien. C'est 61 ans après qu'on ait découvert, la radioactivité, et 12 ans après, que la bombe H anéantisse, Hiroshima. En fait, on est dans un contexte où on est un peu, en France, le commissariat à l'énergie atomique vient d'être créé. On est un peu à la course à l'armement, enfin au nucléaire, notamment pour le nucléaire civil, et en fait, l'uranium est devenu une ressource stratégique pour la France, et il faut sécuriser des gisements. Et en fait, on ne savait pas où il y avait des gisements en France. Donc à partir de cette date, il va y avoir des commandos de prospecteurs qui vont sillonner la France entière et les colonies pour, en fait, chercher, ce minerai inconnu. On en découvre en 1948 dans le Limousin avec ce qui va devenir, la mine Henriette, et ça sera un peu le siège de la Cogema, historique. Donc le CEA se lance des armées de prospecteurs, mais aussi il y a des privés qui vont lancer des prospecteurs. Donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont chercher un peu partout en France, des gisements. Hem, Pêche-blinde, oui, oui.
Donc on découvre la pechblende la première fois dans la mine Henriette. Je voulais juste mettre pechblende, en fait, c'est le minerai d'uranium. Ça vient de l'allemand pech, poids et blende, minerai et en fait, c'est le minerai, le principal minerai utilisé pour l'industrie nucléaire. Donc on découvre en 57, ce gisement. C'est une équipe de prospecteurs de la, commission, de la CEA, donc avec monsieur Jacques Garry qui après est resté très longtemps au musée de l'Odève, monsieur Joyeux et monsieur Adélaïde qui en fait, découvrent dans les terres du Permien, donc à côté de l'Odève, ce gisement. On retrouve, toute, l'historique de cette découverte qui a été racontée dans plusieurs livres, enfin qui a été racontée par Jacques Garrick et qui est dans plusieurs, livres, les livres de monsieur Bavoux et de messieurs Pocard et en fait, c'est un peu raconté comme une chasse au trésor assez rocambolesque où, les équipes essayent se cacher les unes des autres pour, être le premier à tomber sur le filon et éviter que les concurrents ne tombent dessus. Et la légende, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais la légende voudrait que, en fait, cette découverte soit le résultat du flair donc, de monsieur, Mabille, qui était directeur de recherche, géologie au bureau géologique et minière de la CEA, qui en remontant de Montpellier, passe, à côté du lac de Salagou et dans les terres rouges du Permien, il voit la même chose que ce qu'il a vu au Colorado, d'où il revenait et il venait de visiter, un gisement là-bas. C'est comme ça que les équipes sont envoyées sur place. Deuxième partie de la légende, on dit que cette découverte n'aurait pas été possible sans les Romains. Ouais, les Romains. Parce que les Romains, donc au 1er siècle, en fait, en cherchant du cuivre, auraient fait remonter un petit caillou d'uranium qui serait resté à la surface et c'est ce caillou qui aurait fait, biper, le grésiller, c'est le terme, spécifique, le scintillomètre, de l'équipe du CEA. Scintillomètre qui apparemment était accroché avec un lacet, au rétroviseur de la 2 chevaux pour, donc on trouve le premier gisement à Rabejac, je vous l'ai mis, je ne sais pas si tout le monde connaît Rabejac. On voit le lac du Salagou, je ne sais pas si vous connaissez la route qui passe par le Puech pour aller à l'Odève. Aujourd'hui, il y a un U, jaune sur le bord de la route qui est à côté de l'endroit historique où on a trouvé, ce premier gisement. Et dans quel contexte est découvert ce gisement? Parce que c'était aussi un peu l'idée. Donc en fait, dans les années au moment où on découvre un peu ce gisement, l'Odève est un peu dans une période de trouble. L'économie va vraiment au plus mal. Il y a eu tous les problèmes de la viticulture, avec toutes les grèves de la viticulture. On n'arrive plus à vivre de la vigne. En 56, il y a, un gel terrible, qui gèle beaucoup d'oliviers, donc ça aggrave encore l'économie locale. Hem, les usines de l'Odève, notamment, la dernière usine Tesserin-Carlachol, donc elle licencie 380 personnes quelques années après. En fait, la situation va si mal que l'Odève est classée dans la liste des régions sous-développées de France et que même en 1959, un peu plus tard, le gouvernement prend des mesures spécifiques pour essayer de sortir l'Odève de la crise. Donc c'est dans ce contexte qu'est découvert, le gisement d'uranium. C'est aussi un contexte international un peu particulier parce qu'en 57 exactement, commencent des programmes d'expérimentation, du nucléaire militaire en Algérie. Donc avec 2 bases qui vont être créées en 57 et un peu plus tard, et les essais, je savais pas si enfin, il y a eu 13 essais, nucléaires en souterrain dans le massif du Hogar qui ont été réalisés. C'est juste avant l'indépendance et 2 ans après arrivent à l'Odève, en fait, 62 familles, d'anciens harkis en provenance du camp de l'Ardoise. Donc très vite après cette découverte, un permis de recherche de prospection est déposé. Donc vous voyez, c'est très vaste, hein, ça va très loin et la concession du lot des voies, est accordée en 1966. Donc il y aura 20 ans d'exploration. Pendant en fait 20 ans, il va y avoir des sondages, des carottages, on va creuser des puits verticaux, des puits qui font, des trentaines de mètres, enfin vraiment, un gros travail un peu partout sur le territoire. J'ai eu des propos de personnes qui me disaient: «Mais nous on les voyait tous ces gens qui faisaient des trous et on ne savait pas de quoi ils retournaient» et j'ai même des personnes qui m'ont dit: «Mais si un jour, à cette époque-là j'avais su que je travaillerais à la mine, jamais je l'aurais cru». Donc l'objectif de cette exploration, en fait, c'est de comprendre le gisement.
son importance, en quantité, en qualité, comment il est organisé. Parce qu'exploiter une telle ressource, eh ben, ça coûte de l'argent. Il faut savoir si c'est rentable, et il faut faire ce qu'on appelle le closing financier. C'est un mot qu'on utilise toujours, c'est-à-dire, ben, en fait, trouver de l'argent et savoir combien d'argent on va avoir besoin pour exploiter. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. La nature du minerai à l'Odève, donc je vous ai mis un exemple de la lodévite, qui est un minéral qui a été décrit de l'Odève. Et ben, le minerai de l'Odève, il est particulier. Il est riche en pyrite, il est riche en matière organique et il a une grande, gangue de carbonate de calcium tout autour. Donc en fait, on ne connaît pas à l'époque de procédé de purification de ce minerai pour en faire un produit marchand. Donc il faut faire des recherches pour savoir comment on peut, passer de ce minerai brut à un produit marchand qui va ensuite aller dans les centrales nucléaires. Donc il va y avoir presque 20 années de recherche dans le laboratoire, Bessines-sur-Gartempe dans le Limousin du CEA pour savoir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme procédé technique. Et enfin, la prospection, elle va être longue parce que le contexte international finalement il est plus très propice. Il y a eu la dévaluation du franc, il y a des politiques de rigueur. Et au niveau international, on découvre aussi beaucoup de nouveaux gisements, donc il y a des quotas. Donc c'est pas le meilleur moment pour, exploiter. Même en 1960, donc vraiment pas très longtemps après la découverte du gisement, et ben, en Vendée, où il y avait déjà une mine, on commence déjà à licencier, les premiers mineurs, de l'uranium. En 1972, le contexte est tellement mauvais qu'on arrête même les prospections et tout s'arrête. Il y a aussi un autre contexte, c'est le changement d'opinion. Qui va un peu structurer les mouvements antinucléaires. En fait, de progrès, le nucléaire et l'uranium deviennent une menace écologique, un symbole de l'impérialisme, la guerre, et il y a tout un mouvement antinucléaire qui va se structurer avec les premières grandes manifestations à Fessenheim, en 1971, au Bugey, et c'est concomitant aussi avec le démarrage des mouvements antimilitaristes sur le plateau du Larzac. Donc je sais pas finalement si je vais beaucoup en parler, mais ça a eu aussi un gros impact parce qu'en fait, il y avait le camp du Larzac et beaucoup de gens sont venus, militer à l'Odève, auprès des paysans, parce que c'était un peu le même combat, contre la guerre, contre l'impérialisme, contre l'État qui acquiert des terres, contre les paysans. Hem Donc l'ODEV, oui, n'échappe pas en fait à tout ce contexte, et même en 73, il y a la première manifestation antinucléaire. En 73, il y a aussi les premières manifestations des harkis, à l'ODEV qui demandent plus de reconnaissance. Donc on est dans un contexte un peu troublé. Heu, à Saint-Jean-de-la-Blaquière, qui est un des villages à côté, il y a aussi un gros mouvement, antinucléaire qui va s'installer. Porté notamment par monsieur Maurice Gély, qui est, quelqu'un de la terre, un poète et militant antinucléaire qui va organiser énormément de réunions, qui va sillonner la France et qui va revenir avec beaucoup d'informations, beaucoup de contacts pour appuyer, ce mouvement contre, l'exploitation de l'uranium, contre la COGEMA. À tel point que Saint-Jean-de-la-Blaquière va devenir vraiment la bête noire de la COGEMA, un espèce de village d'irréductibles, où on peut même pas aller faire des sondages, et jusque dans les années 80, quand j'ai regardé aux archives départementales, il y a énormément de correspondances avec le préfet où la COGEMA se plaint de sabotage de la part, des habitants de Saint-Jean-de-la-Blaquière qui font des manifestations, qui séquestrent, des personnes, et on parle même d'attentats à l'explosif contre du matériel. Donc, ils faisaient péter un peu du matériel qu'ils trouvaient à droite à gauche. Hem, c'est remonté, jusqu'au Premier ministre qui a dû, qui a la COGEMA a essayé de faire intervenir. Finalement, Saint-Jean-de-la-Blaquière aura gain de cause parce qu'en 85, la COGEMA abandonne totalement d'exploiter, le gisement qu'ils avaient identifié sur la commune. Et en fait, à partir des années 80-85, en fait, le mouvement d'opposition à la COGEMA va un peu s'essouffler et on entendra beaucoup moins parler. En 74, tout change. Il y a le choc pétrolier et donc la filière électronucléaire est relancée et pour ça, on a besoin d'uranium.
Donc on relance, la recherche du uranium et ça tombe bien, à l'ODEV, on en a trouvé, donc on va lancer l'exploitation. Ici, on voit sur cette photo, ce sont les premiers baraquements qui ont été construits donc dès 1975. En fait, tout avait déjà été préparé, hein, donc il y avait déjà des solutions techniques qui avaient été définies. On savait comment on allait exploiter le minerai, et on sait qu'à l'ODEV, il ne pouvait pas y avoir une seule méthode d'exploitation, mais plusieurs, à cause du type de gisement. Donc ça sera, mine à ciel ouvert et souterrain. En décembre 78, l'autorisation administrative d'exploitation est officiellement donnée. Mais bon, ça n'a pas empêché qu'on a commencé à creuser les 2 descendries pour la mine dès 1975. Donc là, vais plus parler de l'exploitation, peut-être un peu expliquer, comment se faisait l'exploitation dans cette zone. Donc ce que je disais, il y a 2 grandes techniques d'exploitation. La mine à ciel ouvert, en fait, c'est un peu comme une carrière, une mine à ciel ouvert avec des camions, bon, j'en parlerai un peu, et la mine souterraine. La mine souterraine de l'ODEV, elle était très particulière, et c'était une mine extrêmement moderne pour l'époque. Donc dès 75, on commence à creuser les descendries, je vous parlerai des descendries tout à l'heure, on commence surtout à exploiter, la faille, la mine à ciel ouvert du Mas d'Alary, parce qu'il faut faire un grand trou pour pouvoir stocker tous les stériles qu'on va sortir du creusement de la mine. Donc il faut absolument que cette carrière soit bien creusée, bien exploitée pour qu'on puisse ensuite y mettre les stériles. Et l'ouverture de la mine était prévue en 1981, donc quelques années pour, faire ce travail colossal. Voilà une carte un peu, donc vous reconnaissez le Salagou, des différentes, on va dire, mines, de la Cogema dans la zone. Heu, donc sur la carte de gauche, dès qu'on voit, une espèce de petite pelle mécanique, ça veut dire que c'est une mine à ciel ouvert, et quand j'ai mis un petit piochon, ça veut dire que c'est une mine souterraine. En rouge, c'est le carreau de la mine et la mine principale. Donc vous voyez qu'il y en a quand même un peu partout, même de l'autre côté de la Lergue, il y a même des, j'en trouve pas. Des canaux, enfin c'est pas des canaux, des qui passent sous la Lergue pour aller exploiter de l'autre côté. Des tunnels. Voilà, excusez-moi. Donc avec les différentes dates d'exploitation. Finalement, le gisement de Rabejac, qui était le premier découvert, sera un des derniers qui sera exploité, parce qu'il était le plus facile et on avait bien caractérisé. Je vous ai mis un peu la même chose avec, quelques vues de ce que j'ai pu trouver de ce à quoi ça ressemblait. Donc voilà, par exemple, la carrière de Rabejac, on n'a pas creusé extrêmement profond. On voit aussi, tout ce qui a été creusé, sous la Lergue, donc avec des fontaines pétrifiantes et de l'eau à je ne sais pas combien de degrés où, me disait-on, on travaillait en slip tellement il faisait chaud. Et vous avez un peu une diversité d'images, des zones qui ont été exploitées. Mais exploiter, en fait, ça demande, beaucoup d'aménagements préalables pour accueillir les travailleurs, pour organiser les travaux. Il va falloir, d'abord, préparer le site. Donc ça, c'est le site du carreau de la mine tel qu'il était avant, et voilà comment il a été aménagé. Donc aujourd'hui, on retrouve très bien la forme pour ceux qui connaissent le Praé Michel Chevalier, c'est exactement, la même forme. Donc la Cogema a beaucoup d'argent, le nucléaire porte, donc ils font pas n'importe comment. On va pas mettre des petits baraquements en fer, vite fait. Au contraire, ils font appel à des architectes, notamment à un cabinet, les architectes urbanistes de Montpellier, qui vont faire des vraies études paysagères. Le projet sera vraiment suivi, par la chef de la division minière de l'Hérault, mais aussi par l'architecte des Bâtiments de France, le délégué régional à l'architecture et à l'environnement, et en fait, ils vont faire un vrai travail paysager pour construire, l'ensemble, des bâtiments. Hem et ce que je n'ai pas dit, mais qu'on voit ici, c'est qu'on pa on f en fait, souvent, on parle de la mine, mais on oublie de dire que, ce qui était particulier à l'ODEV, c'est qu'il avait à la fois une mine, mais aussi l'usine de traitement.
parce que comme je le disais, le minerai, il était particulier, donc on ne pouvait pas l'exporter pour aller le traiter ailleurs. Donc on a construit une usine qu'on voit au fond en rouge, c'est la CIMO, donc les gens connaissent sous le nom de la CIMO. Donc il y avait à la fois la mine et à la fois l'usine. Et cette usine, il a fallu aussi la construire, et on l'a construit, au-dessus du principal gisement. Donc là, vous avez quelques photos, de cette usine. Et cette usine, en fait, elle produisait ce qu'on appelle le yellow cake. C'est ce que vous voyez en jaune ici, qui est le concentré marchand, qui était, envoyé vers, les centrales. Moins de 2 ans après le démarrage des travaux, l'usine, elle est en marche et elle sort les premiers concentrés marchands. Ça va vite. 44 milliards de francs elle a coûté l'usine, ce qui pour l'époque, c'est beaucoup d'argent. Hem, voilà. En fait, ça ressortira pas beaucoup ici parce que j'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais il faut savoir que la CIMO, le monde de la CIMO, donc de l'usine, et le monde de la mine, finalement, ils se côtoyaient pas tant que ça. C'était vraiment, 2 milieux, sociaux, ils se côtoyaient pas tant que ça. Pour les luttes syndicales, ils se sont regroupés, mais sinon, on retrouve vraiment, les 2, à tel point que les associations ne sont pas les mêmes, c'était pas exactement les mêmes fêtes, c'est pas les mêmes réseaux sociaux. Mais aussi pour exploiter, en fait, on n'aménage pas que le carreau de la mine, ce qu'on a vu, il faut aussi aménager en dehors. Donc en fait, l'ODEV va aussi être un peu transformée, parce qu'en fait, en arrivant à l'ODEV, il y a pas assez de travailleurs. L'ODEV, c'est une ville, de paysans et d'ouvriers, mais il y a pas de mineurs. Donc en fait, la COGEMA va faire venir, du Forez, donc d'anciens bassins miniers, des familles de mineurs avec de l'expérience pour commencer cette exploitation, et ces familles, il faut les loger. Donc en fait, la COGEMA, avec les offices HLM, va, construire plusieurs types de logements dans l'ODEV, comme ici, par exemple, au Pont de Celle, pour pouvoir, loger les travailleurs. Donc il y a le Pont de Celle ici, j'ai pas de photo, mais il y a aussi, pour ceux qui connaissent l'ODEV, tout le quartier Saint-Martin, qui est sur la route qui va vers Lunas. En fait, tout ça, c'était des maisons qui ont été construites pour accueillir, le personnel de la COGEMA. Et même à l'intérieur de Clermont-Lérault, de l'ODEV, il y a eu plusieurs villas pour accueillir des ingénieurs. En 1975, il y a déjà 20 familles qui arrivent du Forez, ce qui est pas mal. Et l'ODEV pendant ce temps-là, ben, dans la fin des années 70, 80, il commence à y avoir, de l'argent parce que la COGEMA, elle paye des taxes. Donc on voit par exemple le chiffre d'affaires, procuré par la COGEMA tous les mois à tous les sous-traitants pour faire tout ça, c'est déjà 400 000 francs. Et les taxes qui sont payées aussi, pour les communes. Donc 646 000, j'ai oublié, 6 francs, aux communes et 130 000 francs au département, pour 1 000 tonnes produites. Avec ce schéma grossier que j'ai réalisé, mais que je trouve assez explicatif, je vais un peu rentrer dans le détail de l'exploitation de la mine souterraine, comment ça marchait. Donc en fait, c'est une mine par descendrie. Donc des descendries, c'est-à-dire des grands tunnels avec des pentes. Donc il y a 2 descendries. La descendrie A, que vous voyez à droite, par laquelle descendent, tous les véhicules et les hommes, et la descendrie B, à gauche, par laquelle va remonter le minerai. Donc c'est un peu quelque chose en colimaçon qui descend, et il y a plusieurs niveaux. Il y a 4 niveaux dans cette mine, et à chaque niveau, il y a des quartiers où on va exploiter. Donc il y a le niveau 300, le niveau 400, le niveau 500, le niveau 700 qui ne correspondent pas à des mètres, si j'ai bien compris. Donc, en gros, les travailleurs et le matériel rentrent par la descendrie A. Ils vont travailler dans les quartiers, et en fait, donc toute la terre qui est, sortie, est transportée dans des bulles ou jetée dans des grands trous jusqu'au niveau, 300 et 700, où ils tombent sur une grosse machine qui va les concasser. Donc imaginez un concasseur au fond d'une mine, le bruit que ça doit faire, et qui va faire ensuite remonter le minerai par la bande transporteuse pour que ça aille au niveau de l'usine. Arrivé à la surface, il y a une machine spéciale qui est appelée le stocker et qui est créée spécialement pour l'usine de l'ODEV, qui va trier le minerai en fonction de sa teneur en uranium.
Et vous voyez à gauche, c'est un trieur optique dans lequel ils ont fini par investir, qui a coûté à lui seul 35 millions de francs, ce n'est pas rien, pour essayer de trier les cailloux parce qu'en fait, entre les mineurs et l'usine, il y avait des problèmes de productivité et chacun se relançait la balle. C'est-à-dire qu'à l'usine, on disait: «Non mais les mineurs, ils nous mettent trop de cailloux, ils font pas assez de tri», et puis, les mineurs, ils disaient: «Non mais là-haut, vous savez pas travailler avec ce qu'on vous envoie». Donc il y a eu cet investissement pour, essayer de trier et voilà. Vite fait, parce qu'après je vais vous passer un petit film où les personnes parleront mieux que moi de leur travail, même si c'est très rapide et très succinct. Quelles sont les opérations dans la mine? Donc on descend dans la mine. La première chose qu'on fait, c'est identifier la zone à forer. Donc ce sont des géologues qui regardent où est le minerai et qui font des traits, et qui indiquent aux mineurs, bah, voilà, c'est dans cette direction que vous allez creuser, tant de mètres et tout. Ensuite, on creuse avec des engins, donc soit c'est la foration, soit manuel avec des espèces d'énormes marteaux-piqueurs, on va dire, soit avec des grosses machines, comme celles qu'on voit à droite. Et parfois, quand ça suffit pas, ben, on tire la mine, c'est-à-dire qu'on met des bâtons de dynamite dans le mur et on va se cacher dans un coin et on fait tout péter. Ça, c'était le travail des bouts de feu, c'est le nom qu'on utilise, techniquement. Une fois que la mine est tirée, ben, on va purger. Purger, c'est-à-dire qu'on va faire tomber tous les gros cailloux, qui ne seraient pas tombés à cause des explosifs pour éviter de se les prendre, sur le coin de la figure, et ensuite on va boulonner, c'est-à-dire enfoncer des grandes tiges de fer pour essayer de stabiliser le toit, pour éviter de se faire ensevelir. C'est quelque chose qui est arrivé assez tôt parce que, il y a eu 2 accidents mortels, je ne parle pas de la santé, je parle d'accidents mortels dans la mine, dont le premier était quelqu'un qui s'est fait, écraser par un plafond qui est tombé, et c'est à partir de là qu'on a décidé qu'on allait boulonner le toit. Il y a certains endroits où il y a eu un peu de boisage, à l'ancienne avec du bois, mais ça reste très minoritaire. Et une fois qu'on a purgé, et ben, avec des gros tombereaux là, on fait le marinage et l'extraction, et on va le mettre, comme je le disais, dans ce gros treillis qui va le concasser, le remonter. Et une fois que c'est fini, on remblaye les galeries avec des stériles, et on les comble et on stabilise, encore le toit. Donc ça, c'était les activités, mais en fait, cette mine, elle avait aussi des choses particulières. C'est que, il y avait beaucoup d'eau qui rentrait dans la mine parce qu'une grande partie était sous la nappe phréatique. Donc il fallait pomper en permanence de l'eau, sinon la mine était en noyé. D'ailleurs, quand la mine a été fermée, on a laissé l'eau de la nappe remonter pour noyer totalement la mine. Donc on pompait, entre 400 et 500 m3 d'eau qui devait sortir. Donc l'eau était pompée, avec ces grosses pompes qu'on voit en bas, qui se trouvaient au niveau 700. Donc on pompait la nuit parce que, ah oui, tout ça coûte énormément en électricité. L'électricité coûtant cher, il y avait les horaires de nuit. Donc en fait, on pompait plutôt la nuit. Donc il y avait des bassins au fond de la mine pour, stocker l'eau qui était pompée la nuit pour être envoyée dans des grands bassins au jour, ensuite où ils étaient traités et réutilisés sur le site. Donc tout le monde le dit, l'ambiance dans la mine, elle était humide, très humide. Et dans la mine, et bah, il y a des gros engins. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il y a du radon. Donc le radon, c'est un gaz, extrêmement dangereux. Il y a aussi des engins, qui recrachent des fumées. Vous avez vu, il y a des énormes camions. On tire aussi la mine, donc il y a de la fumée. Il y a aussi, de fortes teneurs en grisou, en fait, dans cette mine, donc il faut aérer. D'où, les puits. Donc là, on voit un des puits qui avait été installé. Il y a entre 50 et 67 puits qui ont été installés plutôt en tête de galerie, avec des gros, ventilateurs, au-dessus qui faisaient, rentrer de l'air et sortir de l'air en permanence dans la mine. Donc qu'est-ce que j'ai marqué comme chiffre? 800 m3, d'air à la seconde pour aérer tout ça. Et dans cette mine aussi qui était très moderne, déjà, il y avait la radio. Partout, donc tout le monde avait la radio, les casques avec la radio, donc il y avait des fils avec la radio qui couraient partout, et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que faire remonter les grands engins tous les jours, pour aller faire le plein de gasoil ou pour être réparés, et ben, ça coûtait très cher.
Donc on a fini par faire un garage au fond de la mine et une station-service au fond de la mine. Donc il y a des engins, en fait, qui ne remontaient jamais et il y avait des garages, avec des portes sécurisées automatiques, au fond de la mine. Au fond de la mine aussi un atelier électrique et un garage et un réfectoire. Donc en fait, les personnes qui travaillaient au fond pendant leur, service ne remontaient pas forcément pour leur pause repas ou quoi que ce soit. Ils restaient au fond, comme on dit. Donc comment s'organisait le travail au fond? Donc chaque équipe était composée de 2 à 5 personnes et ils avaient des objectifs journaliers, et souvent c'était de réaliser le cycle de chantier dont je vous ai parlé, donc avec, la purge, enfin tout cet ensemble et il y avait 3 postes. Un poste de 5 heures du matin à 13 heures, un poste de 13 heures à 20 heures et le poste de nuit de 22 heures à 5 heures du matin. Donc au départ, tout le monde tournait autour de ces postes et à la fin, en fait, le poste de nuit est resté un poste de nuit et le personnel était, il y a beaucoup de gens qui ont fait leur carrière en voulant rester de nuit. Ça payait mieux aussi et cette organisation était très différente de ceux qui étaient au jour. Donc en fait, on parle de ceux du fond qui restent dans la mine et ceux du jour, c'est-à-dire ceux qui restent sur le carreau. Je vais pas parler en détail, là, c'était juste pour vous mettre quelques images sur, les autres méthodes d'exploitation qui sont, les carrières où en gros, ben, on fait péter avec de la dynamite. Heu, je crois qu'on utilisait à peu près, 1 kilogramme non, 1 500 non, 1,5 kg d'explosifs par jour. Oui, 1,5 kg d'explosifs par jour pour te faire tout péter et ça consomme aussi beaucoup d'eau parce qu'il faut beaucoup arroser pour éviter qu'il y ait des poussières, dans tous les sens. Donc on a parlé des mineurs, de ceux qui extraient, mais il y avait aussi beaucoup d'autres métiers, parce qu'en fait, donc il y avait des ateliers mécaniques, il y avait des mécaniciens, de nombreux mécaniciens qui s'occupaient, des véhicules, pour, enfin du gros matériel, les tombereaux, ce genre de machines, mais aussi il y avait tous les véhicules personnels du personnel, des individus, dont des 4x4, tout ce genre. Donc tout ça a été, réparé, sur le carreau de la mine. Il y avait un atelier de chaudronnerie parce qu'on usinait les pièces, sur place. On n'allait pas faire usiner les pièces ailleurs, donc il y avait un atelier de chaudronnerie, un atelier d'électromécanique, des magasins, beaucoup de personnel administratif, un service médico-social et très important, on me l'a dit à plusieurs reprises, même un jardinier à plein temps pour entretenir les espaces verts sur le site. Pour dire, l'importance qu'avait aussi le côté paysager de ce site, pour les gens. Alors comme je vous le disais, on avait fait des petits entretiens avec des petits films, donc je vais vous montrer, c'est des petits films qui durent, 1 minute. Donc j'ai pas réussi alors où est-ce que c'est? Alors vous m'excuserez, ça commence toujours avec la même musique parce qu'en fait, c'était des teasers qui étaient faits pour être séparés les uns des autres. Donc soyez indulgents si vous trouvez ça répétitif, qu'au bout d'un moment la musique vous agace. Je comprendrai. 6 heures, on attaquait, quoi. Le temps de descendre au fond, on descendait et on attaquait le boulot à 6 heures. Et 9 heures, c'était le casse-route. Et on finissait, c'était 13 heures. On remontait à 13 heures, 13h15. Alors, suivant le travail qu'on a à faire, il y avait la foration, le minage, le déblayage, le boulonnage. C'était un travail d'équipe, hein. Il y avait la pelle, le bulle, le géologue, tout le monde travaillait ensemble, quoi. C'était un groupe. Notre travail consistait à guider. On était les yeux des mineurs. On travaillait dans un milieu où on était contrôlé quand même. On avait un médecin qui était en permanence sur le site. Les mineurs avaient systématiquement un dosimètre qui mesure les rayonnements gamma et le dosimètre alpha qui est une petite pompe qui entraîne les particules sur une mousse qui va être analysée par la suite. Donc ça, c'est relevé tous les mois. Et après, le stylo qu'on avait, c'était pour calculer les doses journalières qu'on prenait. Bon, c'est très court, hein, je suis désolée. Il y a 2 petits films un peu plus longs, mais l'idée c'était pas de faire des documentaires, hein. Il y avait une commande spéciale, donc on avait demandé, de faire des petits teasers d'1 minute.
Je trouvais ça intéressant que ça soit pas que moi qui parle et qu'ils puissent aussi montrer leur voix. Il y a des films un peu plus longs si, vous voulez sur, le site. Donc on a parlé du minerai qui était sorti de la mine et qui arrivait à l'usine de la Cimo. Alors j'ai moins d'informations sur la Cimo, parce que finalement, il y a moins d'éléments aux archives ici, sur la Cimo et on a rencontré moins de personnes de la Cimo, pour nous raconter tout ça. Donc le travail est un peu déséquilibré dans ce sens-là où, la Cimo, qui jouait un grand rôle, finalement, est mal représentée dans notre étude. En tout cas, c'est une usine, moderne. Donc je disais, elle a coûté 44 milliards de francs. Et en fait, comment ça se passe? Le minerai est récupéré et en fait, tout est mis, donc est trié de manière optique et tout est mis dans des autoclaves sous pression avec de l'oxygène, des solutions de carbonate, de soude et tout est chauffé à 140°. Donc c'est un milieu, très dangereux. Il y a eu pas mal d'accidents, très surveillé et aussi très, très consommateur en électricité et qui produit beaucoup de produits secondaires et il y a eu beaucoup de recherches pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire de ces produits secondaires. Donc ça produisait beaucoup de sulfate de soude cristallisé qui a été vendu à des fabricants de lessive, beaucoup de lessive, je pense. Du molybdène, ce qui a été stocké sur site, parce que ça, pour le coup, c'était pas du tout valorisable. Ils ont jamais réussi à trouver une solution de valorisation, donc ça a été stocké et des matières organiques et du zirconium aussi qui sont restés sur place. C'était tellement consommateur en électricité qu'à partir de 92, en fait, l'usine, elle ne fonctionnait plus que 10 mois sur 12. L'hiver, en fait, c'était très consommateur, donc ils ont décidé d'arrêter, la production, parce que c'était, en fait, une variable d'ajustement assez facile, sur le prix, vu les prix qui étaient payés. Et à l'époque, en fait, bon, ils ne licenciaient pas le personnel était envoyé travailler à la mine. Donc comme je le disais, donc on fait un petit peu un retour en arrière, mais l'embauche, elle a été très rapide. Donc il y a des familles qui sont arrivées très vite et on avait besoin de main-d'œuvre qualifiée. En 78, sur 74 employés à la Cogema, il y en avait 56 au niveau local quand même. Et l'afflux a été tellement rapide qu'en 79, donc quelque temps après l'ouverture, il y avait déjà la première grève. La première grève parce qu'en fait, des hommes venaient travailler et en attendant que leur maison soit construite ou qu'ils puissent être logés, ils vivaient dans ce qu'ils appelaient un célibatorium. Donc tous ensemble dans des petites chambres et ils allaient manger dans les restaurants de la ville et en fait, beaucoup, étaient un peu agacés que ça prenne autant de temps avant de pouvoir faire venir la famille. Donc 79, première grève, première d'une longue série parce qu'il y aura beaucoup de grèves et beaucoup de manifestations. Tout ça pour dire aussi qu'au plus fort, en fait, de l'activité, entre la Cogema et la Cimo en employés directs, il y avait 825 personnes. Mais en fait, il y avait beaucoup plus d'emplois indirects parce qu'il y avait aussi énormément de sous-traitants. Là, c'est le petit film qu'on verra après. L'idée, c'était aussi de parler un peu des avantages, j'ai un peu mal amené. Heu En fait, il y a beaucoup de gens voulaient travailler aussi à la Cogema, à la Cimo parce que les salaires étaient très, très avantageux par rapport à ce qu'on pouvait trouver, tout autour. Il y a même certaines personnes qui disent que les salaires pouvaient être 50% plus élevés de ce qu'on voyait, ailleurs. Et il y avait le statut du mineur et ça, c'est un statut, qui a vraiment beaucoup d'avantages aussi, du chauffage, une santé, la sécurité sociale, une retraite, plus tôt, enfin il y a beaucoup d'avantages et donc en tant que mineur, il y avait le statut de mineur était appliqué et il y avait, ça tout le monde en parlera, un super comité d'entreprise. Alors là, les gens, vraiment, c'était un atout. Heu, il s'est passé énormément de choses. Ce qui a aussi, fédéré un peu un mouvement un peu corporate. Alors déjà que le milieu minier, les gens se serrent beaucoup les coudes, mais en plus dans un contexte, où il y a beaucoup d'activités parallèles, on nous expliquait que c'était comme une famille et les gens se voyaient, beaucoup, et les travailleurs étaient souvent beaucoup ensemble. J'ai un petit film de nouveau. Bon, les avantages, c'était le salaire en priorité. Après, il y avait le chauffage qui était pris en compte.
de la maison, l'hébergement. Donc, soit on était logé gratuitement dans des maisons qui étaient faites dans un petit village là qui s'appelle Saint-Martin. Ils donnaient des primes à la construction, c'est-à-dire que les gens qui voulaient construire avaient des prêts préférentiels et avaient une prime. Il y avait un immeuble aussi où on pouvait être logé. Ça a changé beaucoup de choses, parce que ça employait quand même, entre la Cogema et la CIMO, il y avait plus de 1000 emplois. Dodève, pour vous donner un ordre d'idée, avait environ 500 maçons. 500 maçons avec des entreprises de 180 ouvriers. Les commerçants, ils étaient florissants, hein. C'était super, hein. Et petit à petit, l'Odève n'a pas repris, n'a pas évolué, hein. C'est pas comparable à maintenant, quoi. Les commerces, les cafés, il y en avait une quinzaine sur l'Odève. Il y a pu y avoir une salle polyvalente, il y a eu un cinéma, alors que le cinéma avait disparu. Donc voilà, beaucoup d'avantages. Je voulais aussi aborder la santé et la sécurité, parce que c'est un sujet épineux. Il y a eu beaucoup de controverses. Donc déjà, nous, on n'a pas travaillé sur la santé. On n'est pas habilité, on n'avait pas d'autorisation à aller chercher à la médecine du travail ou à travailler sur ces questions-là, parce que il y a du secret professionnel. Tout ça est bien gardé et c'était pas l'objet du travail. En tout cas, comme vous l'avez entendu, nous, toutes les personnes interrogées, même si elles avaient en fait conscience du milieu dangereux dans lequel elles travaillaient, elles ont toujours eu l'impression que la santé et la sécurité étaient prises au sérieux. Voilà. Donc, il y a eu quelques accidents, il y en a eu 2 mortels dans la mine. Ça, c'est parce que le feu est une problématique importante dans les mines. Le feu, c'est dangereux. Donc ça, c'était bien géré. Et au niveau radioprotection, donc comme il le disait, ils ont parlé de 3 choses. Donc le film dosimétrique qui est affecté à chaque personnel et il doit être porté toute la journée et à la fin de son poste, on le remet et on mesure à la fin du mois, en fait, le nombre d'énergie alpha potentielle qui a été inhalée. Chaque personne aussi avait sur la poitrine, pardon, qu'est-ce que c'est? Je suis perdue. Excusez-moi. Non. Donc chaque personne avait sur la poitrine un film radiométrique aussi et les personnes qui allaient vraiment sur les front de taille, les endroits qui étaient où on savait qu'il y avait beaucoup de radioactivité, ils avaient le stylodosimètre dont il parlait et qui permettait une lecture directe, en fait, de la dose absorbée. Et si ces personnes avaient reçu trop de radiation, on les mettait au vert, comme on disait. C'est-à-dire qu'on les sortait de leur poste quelque temps, histoire de calmer. La question de la maladie professionnelle, c'est pareil, c'est quelque chose qui est difficile à discuter. Le combo gagnant, c'était, les fumeurs, en fait. Les fumeurs, eux, ils ont pris plus que les autres, ça c'est sûr. Et dans l'Hérault, la Cogema a été condamnée à 2 reprises pour faute inexcusable suite au décès de 2 personnes, en fait, employées sur la mine. Donc en 2003 dans l'affaire Dominique Guiraud et en 2013 dans l'affaire Serge Bollinger. Tous les dossiers aujourd'hui médicaux, ils sont stockés à Bessines-sur-Gartempe au niveau de la Cogema, qui s'appelle plus la Cogema, qui s'appelle Orano maintenant. Et tout employé peut demander à avoir accès à son dossier médical. Mais bon, s'ils veulent faire une démarche pour faire reconnaître la maladie professionnelle, c'est apparemment un parcours du combattant et une épreuve judiciaire importante. Très tôt, en fait, dans cette mine, il y a eu une activité syndicale très, très forte. En fait, il y avait beaucoup de personnel du Lot-des-Voies qui étaient issus des petites entreprises ou du monde agricole et qui connaissaient rien au syndicalisme et qui vont découvrir le syndicalisme à la mine, en fait. Les principaux syndicats, parce que ça, il y a eu tout un travail dessus, je passe un peu vite, mais c'est quand même assez intéressant. C'était la CGT,
et la CGC, la Confédération générale des cadres. Apparemment, Force ouvrière, a été là à un moment, mais elle a été créée tardivement et selon les dires de certains syndicalistes, créée par la direction pour diviser la CGT. Ah, j'entends des ouais. Et le statut de mineur impose un délégué mineur et un suppléant, qui sont tous les 2 élus et qui se substituent aux délégués du personnel et qui sont en charge de la sécurité et qui peuvent à tout moment faire arrêter les travaux. Ils sont directement en contact avec la DRIR, Direction régionale de l'industrie, de la recherche, voilà. Donc comme je le disais, il y a eu cette première grève en 79, mais il y en a eu beaucoup d'autres, dans les années 80 puis 90, et les syndicalistes de la mine, en fait, ont aussi porté main forte à l'ODEV, à tout un panel, d'ouvriers, qui voulaient aussi, apprendre à se battre pour leurs droits. Donc, dans les années 90, ils sont venus prêter main forte aux ouvriers de Dimtext. Ils ont aussi appuyé les infirmières de la clinique privée qui militaient pour plus de personnel. Ils ont appuyé, les personnels, qui faisaient la grève dans les entreprises Nicolin et Com. Donc, un mouvement syndical, très porté, au-delà de la question, de la mine. En tout cas, les luttes, elles vont prendre une autre ampleur à partir de 86. Parce qu'à partir de 86, alors on savait que la mine, elle avait pas duré, 120 ans. Et ils savaient déjà que la mine aurait une durée de vie, de moins de 20 ans finalement. Mais à partir de 86, il y a les premiers plans de réduction du personnel qui vont lancer des mouvements de grève. En fait, il y a un effondrement du marché de l'uranium avec un prix qui est vraiment divisé par 4. Et tout ça est aggravé, par la mise sur le marché d'énormes stocks d'uranium enrichi issus, de l'ex-URSS et du démantèlement, donc à partir de 89. Donc, le gisement arrive un peu à la fin de son exploitation, le prix baisse, donc on commence à parler de fermeture. Donc, comme il y avait beaucoup de mouvements, l'idée est de rechercher de nouveaux gisements. Donc on va relancer une campagne de prospection. Entre 89 et 95, il y aura un nombre incroyable de sondages et de galeries qui vont être réalisés. On va même dépenser 70 millions de francs pour essayer de trouver, de nouveaux gisements et sans succès. Donc en 91, il y a un nouveau plan social et en 93, commencent les négociations avec les représentants du personnel, pour faire, le plan social. Ce qui va emmener énormément de luttes. Donc, je ne sais pas si vous étiez dans le Lot-des-Voix à cette époque, mais il y a eu des blocages, de la route nationale, il y a eu des séquestrations, du directeur de la CIMO. C'était vraiment un vent de colère et de révolte, se déchaîne, à l'ODEV et donc ça a été, quand même un moment très mouvementé. Donc le plan social, il est quand même mis en place. Il est négocié au cas par cas. Donc on propose des mises à la retraite, pré-retraite, des classements, des aides au reclassement dans d'autres entreprises partenaires ou filiales de la Cogema. Donc il y a plein de personnes qui vont partir à Superphénix, à Marcoule, à Bugarach, ce genre de choses. Et il y a eu tout un projet aussi de départ volontaire avec des indemnités. On poussait les gens à partir volontairement et on leur proposait des indemnités. Des aménagements du plan de travail pour diminuer, progressivement, la masse salariale. Politiquement, il y a eu la création d'un plan pilier, donc pour essayer de retrouver une dynamique au bassin de vie, face à la perte de tous ces emplois. Donc c'est quand même 30 millions de francs qui ont été mis dans ce plan pilier qui, a été un peu un échec, que beaucoup de gens ont critiqué parce qu'il n'aurait pas porté ses fruits. En tout cas, en 97, en dépit de toutes les contestations, de toutes les grèves, l'activité a arrêté et d'abord en mai, on arrête complètement les activités dans la mine et en juillet, l'usine, elle est fermée. Il restera un peu de personnel pour, travailler au démantèlement, mais c'est la fin. Là, j'ai un autre petit film. Vous voulez un autre petit film ou
Les mineurs de l'ODEV dans la rue, ils ont une fois de plus manifesté contre la fermeture des mines de la Cogema. À l'annonce de la fermeture de la mine, ça a été des grèves vraiment prononcées. Les mineurs à Montpellier, les mineurs avec tous les engins sur les routes entre la mine et Montpellier. Le dernier plan de licenciement, c'était la véritable guerre, quoi. Il y avait les blindés de la gendarmerie, les hélicoptères dans le ciel, des lacrymos. Il y avait quand même un service qui s'occupait de nous, qui nous proposait des places de travail, qui s'était engagé à nous trouver des ouvertures. La plupart ont été reclassés. Alors, soit localement des collectivités ou des entreprises, soit ont monté leur entreprise. Suite au plan social, on est parti et je suis parti à Cadarache. Ce qu'il y a eu d'intéressant quand même dans les mesures qu'on a obtenues pour accompagner les suppressions d'emplois, c'est qu'on a obtenu des formations. Moi, je suis parti à l'école de 2 ans pour pouvoir me reclasser et j'ai fini à la conduite du réacteur Phoenix, qui était le dernier réacteur après Super Phoenix. Encore une fois, si vous voulez un peu plus long, il y a les autres films. C'est la fin, pas de la présentation, mais de la mine. En 97, en fait, c'est l'arrêt définitif. Donc il va rester, je crois, entre 86, j'hésite entre 96 ou 76 personnes qui vont rester entièrement pour démanteler leur outil de travail. Et en 99, les 4 stylos de stockage de minerais sont dynamités. C'est le symbole de la fin d'une époque industrielle et de l'histoire industrielle et minière du Lot-des-Voies. Quelques chiffres quand même de ce qu'aura produit cette mine. Donc, les mines souterraines auront produit 4 millions de tonnes de minerais, soit 12 860 tonnes d'uranium. Aujourd'hui, c'est 47 kilomètres de galeries qui sont creusées. Pas rien. Les mines à ciel ouvert auront produit 455 000 tonnes de minerais, soit 1384 tonnes d'uranium. Et l'usine aura traité 4 556 000 tonnes de minerais, c'est-à-dire 12 853 tonnes d'uranium sous sa forme marchande, c'est-à-dire le yellow cake, là, le machin jaune que je vous ai montré. Mais l'histoire, en fait, elle n'est pas tout à fait finie, parce qu'en fait, on a un gros site avec une mine, avec des infrastructures, avec une pollution, et on ne peut pas laisser le site comme ça. Donc il va y avoir 6 ans derrière pour démanteler et réhabiliter le site. Donc c'est 86 personnes qui vont rester sur place pour démanteler. Donc chaque partie en fait de l'usine, notamment de l'usine de la Cimo, va être démontée et découpée en petits morceaux. Et tout va être trié sous un espèce de grand portique en fonction de sa composition et de son marquage radiologique. Le marquage radiologique, c'est la quantité de... c'est sa pollution... Ouais, vous me comprenez. Tout ce qui peut être vendu est vendu. Donc, il va y avoir des super affaires à faire pour les voitures, le matériel de bureau, tout est vendu. Et puis, toutes les descendries et les puits sont bouchés. Donc aujourd'hui, personne ne peut aller se promener dans la mine. Il y a des gros bouchons de plusieurs mètres de grave ciment qui ont été mis pour condamner définitivement l'entrée par les descendries et par les différents puits. Je vous avais montré les puits d'aération. Il y a des endroits où on peut voir encore des petits chapeaux en fer qui étaient d'anciens puits qui ont été bouchés. On en voit encore quelques-uns si on est attentif et qu'on se balade. Pour la faille sud, la mine à ciel ouvert de la faille sud, le traitement a été différent car en fait dans cette ancienne carrière, on a accueilli tous les résidus de l'usine et de son démantèlement. C'est-à-dire les éléments n'ont pas été dispersés. Tout a été enfoui sur un seul site qui est devenu ICPE, donc installation classée pour l'environnement. C'est un site aujourd'hui qui est clôturé, qui a été entièrement bâché et dans lequel on est venu mettre toute l'usine démantelée. Donc 10 000 tonnes de ferraille, 30 000 tonnes de béton, tout. Et ça a été recouvert avec les stériles.
Donc oui, je disais donc 10 000 tonnes de ferraille, 30 000 tonnes de béton et 60 000 tonnes de terre souillée. Donc tout ce qu'on n'avait pas pu bien trier et extraire, est enfoui, dans la zone ICPE. Donc a priori, l'usine découpée est entassée sur un tas de 2,50 m de haut qui est entreposé, sur des résidus de traitement sur 2 hectares. Et ensuite, ça a été recouvert avec 6 mètres de terre franche, c'est-à-dire de terre, non marquée. Et en fait, ils savent exactement, tout à fait l'objet de relevés topographiques, et ils savent exactement, où sont enterrées chaque chose, en fait. Heu, Ensuite, il y a eu les bâtiments. Tous les beaux bâtiments qui avaient été faits. Donc il y a une question, qui s'est posée: «Qu'est-ce qu'on fait de ces bâtiments?» Donc pendant longtemps, il y a des gens qui voulaient peut-être acheter. Est-ce qu'on pouvait valoriser? Et finalement, je crois en 2018, tout a été détruit, parce qu'en fait, c'était en trop mauvais état. Et à l'époque, le bâtiment avait été estimé à 10 millions de francs quand même, donc on a cassé quelque chose qui était encore, qui a eu quoi? Qui a eu 10 ans, 20 ans de vie pour des bâtiments bien construits. Donc là, vous voyez par exemple, ben, la MCO Faille Sud pendant la phase d'exploitation et le même site tel qu'il a été réhabilité. J'ai pas sorti les chiffres sur le nombre d'arbres qui ont été plantés, mais vous les trouverez sur les panneaux. Il y a eu, des sommes d'argent assez conséquentes pour, remodeler le site, et le replanter. Ce que vous voyez ici, c'est la station ICPE qui existe encore aujourd'hui, donc ce que je vous disais, l'installation classée pour l'environnement. Parce qu'en fait, il y a de l'eau dans cette mine et il y a de l'eau qui va couler sur ces résidus, et en fait, cette eau, eh ben, elle va être marquée par des éléments radioactifs, donc il faut la traiter. Donc aujourd'hui encore, cette station, elle récupère et elle traite en permanence toutes les eaux de la mine et les eaux de ruissellement. Et l'uranium vient se coller sur, sur des résines, et en fait, on peut dire encore qu'on exploite encore l'uranium, d'une certaine manière, avec cette station, parce qu'on récupère un peu d'uranium qui est envoyé, qui est vendu. Donc conformément à la législation, en fait, c'est toujours, donc Orano, je vous ai dit, CEA est devenu Cogema, est devenu Orano, qui est encore responsable de la surveillance, et du suivi environnemental sur site, à la fois de l'eau et de l'air. La CRIRAD est passée à plusieurs reprises aussi. Elle fait aussi des suivis réguliers. Ils n'ont pas les mêmes résultats, ils n'ont pas les mêmes points de vue. Hem, voilà, tout ça est assez suivi. Dans l'Hérault en Occitanie, le territoire du Lot-des-Voix a abrité 20 ans d'exploitation minière d'uranium. À l'arrêt des mines en 1998, un important travail de démantèlement et de remise en état a été entrepris. Il aura fallu, pour démanteler cette usine, plus de 2 ans, le temps de pouvoir démanteler, trier, stocker. Une fois que tout a été démantelé et amené sur notre site de stockage, ça a été l'assainissement des sols. Et donc justement, toute une partie a été décapée, donc on va dire sur à peu près 50-80 cm, tout a été enlevé et stocké sur notre site ICPE. Et ensuite, en dessous, c'était à travers un premier balayage au sol directement pour pouvoir présélectionner des zones. Et ensuite, un deuxième tri qui a été fait au moment du passage sous le portique pour à la fois donc mieux trier et également avoir une traçabilité de tous ces camions qui ont été stockés chez nous. Majoritairement, c'est le personnel de la mine qui a eu et de la CIMO qui ont eu à démanteler leur outil de travail. Je trouve qu'on a drôlement bien travaillé quand même. D'ailleurs, c'est le sentiment de tous nos riverains. On a mis des sacrés moyens pour rétablir un peu tout le site proche de son environnement naturel. C'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Donc ce site a été démantelé et il y a eu de nombreuses années où on a essayé de lui retrouver une autre vie. Donc il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de propositions. Il y a d'abord eu le projet Écopile. Il y a eu aussi le projet de Don Panoz qui voulait faire un circuit automobile. On s'est beaucoup battu autour de ce site qui est devenu un enjeu politique important.
Et finalement, en 2006, la communauté de communes du Lot-des-Voix devient propriétaire des 115 hectares de l'ancien site, en partie réaménagé contre un euro symbolique. Donc le site qui est en bleu, qu'on appelle le Praé. L'ICPE reste à côté, reste la propriété d'Orano. Et les petits sites qui sont en jaune sont aussi gérés par Orano, et aujourd'hui ils mettent des panneaux solaires. En 2008, en fait, la région devient un partenaire important pour le devenir du site, et ça devient donc le PRAE, le Parc régional d'activité économique. Et donc la région investit pour essayer de l'aménager, et elle est responsable de l'investissement financier pour ce site. En fait, c'est avec l'arrivée de Marie-Christine Bousquet, il y a eu, au moment des élections, beaucoup de visions différentes entre l'ancien maire et Marie-Christine Bousquet, qui est arrivée en 2008, si je ne me trompe pas, à la mairie, et qui a fait ce partenariat avec la région. Et en 2013, donc, le préfet autorise le projet de démarrage de l'aménagement de la zone Chevalier. Donc aujourd'hui, ce site, il a vocation à accueillir des entreprises. Pour pouvoir aller sur ce site et s'installer, il y a des préconisations environnementales, donc on ne peut pas faire certaines activités. Il faut être surélevé du sol par rapport au risque radon. En tout cas, ce site a aujourd'hui du mal à attirer du monde, et peut-être qu'il aura une autre vie dans quelques années. On ne sait pas. Et puis, je pense que je vais m'arrêter là. Il reste plein de choses à dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je crois que j'ai écoulé mon temps.